Je voudrais d'abord parler de l'entrée dans la maladie chronique. J'ai été, ou plutôt je suis, diabétologue. Et je pense à l'entrée brutale dans le cas du diabète de type 1, qui éclate dans une famille comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, comme l'a écrit mon maître Henri Lestradet. Ou bien dans le diabète de type 2, comme le premier nuage de la découverte d'une glycémie anormale, a dit Jean-Philippe Assal, inventeur à Genève de l'éducation thérapeutique du patient. Dans le cas du cancer, car le cancer, comme tu l'as rappelé, est devenu une maladie chronique, l'entrée dans la maladie se fait souvent au moment de l'annonce, lorsqu'un diagnostic est fait et que le mot est pour la première fois prononcé, par exemple pour expliquer des symptômes, mais aussi lors d'un examen fortuit. Et la personne peut alors littéralement tomber des nues, pour reprendre mes comparaisons météorologiques. La personne est toujours elle, mais elle n'est plus la même personne. Elle pourrait dire « je ne suis plus le même ». Alors, pourquoi cette atteinte à son identité personnelle ? On peut ici reprendre la distinction faite par Paul Ricoeur. En quoi suis-je moi-même ? Je suis moi-même en étant différent d'un autrui. C'est ce qu'il appelle ipséité. Mais je suis aussi moi-même par rapport à moi-même, ce qu'il appelle mêmeté. Cette mêmeté est profondément liée à mon rapport à la temporalité. En effet, à ma continuité psychologique, aux souvenirs que j'ai de mon passé et aux projets que je forme pour mon futur. Et en faisant irruption, de manière plus ou moins brutale dans cette flèche du temps qu'elle brise, la maladie chronique n'est pas seulement une maladie comme une autre. Elle est fondamentalement une épreuve pour la personne, car elle la touche dans son identité. Alors, pour celui qui apprend qu'il a une maladie chronique, il y a, comme l'a dit le philosophe médecin Georges Canguilhem que tu as cité, la nostalgie d'un état normal dont il se souvient. Aucune guérison ne sera un retour à l'innocence biologique, écrit Canguilhem. Ainsi, l'annonce d'une maladie chronique n'est pas seulement la porte d'entrée dans la maladie, elle représente aussi un traumatisme psychique. Il y a toujours une double souffrance, celle liée à la maladie elle-même et la tristesse liée à la maladie. Mais une fois le temps de la stupeur passé, on recommence à vivre, recréant un nouvel équilibre, porteur de nouvelles valeurs, dit Canguilhem. Une vie joyeuse redevient possible, même si de temps en temps revient cette tristesse nostalgique. Il s'agit bien d'un nouvel équilibre, mais il ne s'agit pas d'un état normal, celui d'avant. En fait, c'est un état normal, mais les normes sont nouvelles. Cependant, même s'il y a des jours radieux ou seulement de belles éclaircies, l'avenir s'est assombri. Le philosophe Jean-François Mattei rappelait que dans le mot « Igi », le nom de la déesse de la santé, il y a les racines « e », bon, et « juies », lumière. La santé était la vie bonne dans la plénitude de la lumière. Et l'entrée dans la maladie a changé en l'assombrissant, la lumière du temps. Le temps s'est assombri car l'existence même de la maladie est source de menaces, souvent appelées complications. Alors, on peut aussi ne plus y penser et chercher à oublier l'existence de la maladie et de ses menaces en se réfugiant dans le déni. Et celui-ci, plus ou moins intense, est sans doute nécessaire pour permettre chez celui qui est atteint de la maladie chronique la création d'un nouvel équilibre. Parvenir à cet équilibre est important, non seulement pour la personne atteinte de la maladie, mais aussi pour ses proches, qui sont au courant, surtout ceux ou celles qui vivent à ses côtés au quotidien. Car il faut pouvoir ne pas y penser tout le temps, sinon c'est l'angoisse. L'angoisse que l'on ressent lorsque l'on se réveille au milieu de la nuit. Vous voyez, je vous parle de choses très intimes.
en se disant « c'est vrai, je suis malade ». Rappelons-nous Baudelaire, ange plein de gaieté. Connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Le poème est intitulé « Réversibilité ». Hélas, tomber malade, comme on dit, représente une chute irréversible. Après l'angoisse, je voudrais parler du sentiment de solitude. Parler de solitude dans les maladies chroniques, c'est presque paradoxal quand on pense qu'il s'agit de millions de personnes. Je pense à Cléo, le personnage du film Cléo de 5 à 7, à la journée qu'elle passe dans l'attente du résultat de sa biopsie, à sa solitude qu'elle essaie de combler par quelques rencontres pendant les heures d'attente. Je pense ensuite à toutes ces personnes atteintes de maladies chroniques qui voient peut-être leur médecin tous les 3 mois pendant 20 minutes ou moins et qui le reste du temps sont seuls avec la maladie, avec leur angoisse quand ils pensent en se demandant « Quel sera le prochain coup ?» À qui peuvent-elles en parler ? À leur famille ? Mais elles ne veulent pas les embarrasser ou les inquiéter. À leur médecin ? Mais celui-ci est souvent plus centré sur le traitement, sur le cure, que sur le care. Et en fait, je vais vous dire, ce n'est pas étonnant. Au cours de ces dernières décennies, la médecine a fait des progrès prodigieux, et d'ailleurs, ce sont ces progrès qui sont responsables de l'apparition des maladies chroniques. Mais elle s'est ainsi technicisée, et la qualité de la relation médecin-malade a pu s'en trouver altérée. En effet, la pratique de la médecine moderne demande encore plus de temps médical, et ce temps est restreint du fait de la pénurie de médecins et de l'augmentation de la demande. On parle volontiers de déserts médicaux, réalité qui représente un souci pour les Français et pour les pouvoirs publics. Or, voici qu'apparaît un autre manque, observé même quand il y a des professionnels de santé. À l'inquiétude de risquer de se retrouver dans un désert, il faut rajouter la détresse liée à la solitude du patient, qui ne se sent pas vraiment accompagné sur la longue route de sa maladie chronique. En fait, il faut bien comprendre que ces deux problématiques du désert et de la solitude ne sont pas sur le même plan. En quelque sorte, celle du désert médical relève de la géographie et peut appeler des solutions techniques, et même qu'on crée des oasis, construction de centres médicaux, implication d'autres professionnels de santé ou invention de nouveaux métiers de la santé. Mais la solitude, quant à elle, elle ne relève pas du lieu, mais bien davantage de ce temps psychologique de la maladie chronique, objet de mon propos. Ce sentiment est peut-être d'autant plus difficile à supporter lorsque le patient ressent que les professionnels de santé sont là, mais faute de temps, et il ne faut pas les blâmer, n'ont pas la possibilité de rajouter à leur souci d'une haute technicité celui d'une haute humanité. Voyez-vous, paradoxalement, comme je le disais, on peut se sentir seul, même quand on est soigné. Or, la solitude est source de détresse. Comme on comprend l'importance des associations de patients, merveilleuses, et maintenant celle des réseaux sociaux. Je terminerai en proposant quelques pistes. Je voudrais dire, je pense fondamentalement qu'une telle détresse ne peut avoir seulement des solutions techniques quantitatives. Certes, il est nécessaire d'augmenter le nombre de professionnels de santé par la fin, et cela a été fait, du funeste numerus clausus, en favorisant la coopération entre différents métiers de médecins, d'infirmières, de pharmaciens. Permettez-moi d'insister sur le rôle des pharmaciens. C'est le professionnel de santé que les patients voient le plus souvent. Certes, il sera utile de favoriser, quand c'est nécessaire, le regroupement
dans des structures de collaboration performantes. Mais la détresse de la maladie chronique appelle de plus une réflexion qui aborde non pas seulement la quantité, mais la question de la qualité de la relation entre les personnes atteintes de maladies chroniques et ces professionnels de santé. Cet aspect est encore peu abordé dans leur formation, largement centré sur les aspects techniques de la médecine, n'abordant pas souvent le véritable sens du soin, qui ne se résume pas à traiter des maladies, mais qui vise aussi à soigner des personnes atteintes de maladies. Et rééquilibrer dans ce sens les études en santé, et quand je dis études en santé, je pense aux études de médecine, je pense aux études d'infirmières, et elles font déjà très bien, aux études de pharmaciens, un équilibre entre le quantitatif et le qualitatif, et ce n'a rien d'évident. Et ça nécessite en fait un premier changement de paradigme. J'ai dit en commençant que l'annonce d'une maladie chronique n'est pas seulement la porte d'entrée dans la maladie, elle cause aussi un traumatisme psychique. On pourrait presque dire un psychotrauma. Dans ce cas, il est nécessaire d'associer le cure, le traitement de la maladie, et le care, c'est-à-dire cette partie du soin qui va au-delà du traitement de la maladie. Alors, quelle est la signification profonde de cet au-delà qui différencie le care du cure? Je vais vous donner ma réflexion personnelle. Une personne est un tout qui est plus que la somme des parties qui le constituent. Or, c'est la définition même du holisme. Le cure soigne aussi bien qu'il le peut, et il le peut magnifiquement aujourd'hui, les organes. Le care traite de maladies de manière holistique la personne. Et c'est bien le rôle de la médecine intégrative dont il est question ce soir. En soignant non seulement les organes, mais aussi leur au-delà, elle soigne les maladies et leur psychotrauma, qui est cette atteinte de l'identité personnelle que cause la rupture de la temporalité dont j'ai parlé ce soir. Et je crois qu'il y a aussi ici un changement de paradigme. Cette fois, non pas dans la formation ou la responsabilisation des médecins et des autres professionnels de santé, mais bien dans la pratique d'une médecine, et que comme tout changement de paradigme, il ne va pas de soi. Alors je vais vous dire, je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'accepter cette nécessité d'une association du cure et du care dans la maladie intégrative, qui ne se contente pas de soigner des maladies, mais qui soigne des personnes qui ont des maladies. Mais cela, je vais vous dire, ce ne sont que des mots. Et vous pourriez presque me dire que c'est du blablabla. Je pense qu'il s'agit au fond de favoriser et même de promouvoir un tel changement et de réfléchir aux moyens d'y parvenir de manière concrète. Et ceci, Madame la députée, c'est une question politique. Et c'est pour cela qu'il était si important que cette réunion ce soir ait lieu ici. Je vous remercie. Merci. Une réflexion, mais en tant que patiente cette fois, et en tant que bénéficiaire de l'Institut Raphaël. Et il est vrai que non seulement les médecins m'ont écouté et entendu, mais aussi bien la danse thérapeute, la naturopathe, la masseuse. Et c'était un ensemble qui a fait que ma solitude, et pourtant à la maison il n'y a aucun souci, je parle, voilà. Mais la solitude que vous évoquiez et qui existe, qu'on ne peut pas partager parce qu'on est, voilà. Là j'ai trouvé vraiment quelque chose que je n'imaginais même pas. Donc un grand merci à l'Institut Raphaël et à tous ces auxiliaires entre guillemets qu'on ne connaît pas. Moi en tant que médecin naturopathe, c'est quoi? Ben, vous allez voir, allez-y, voilà. Et voilà, j'ai été vraiment. Et c'est au niveau, c'est pas seulement au niveau physique, au niveau corporel, mais là-dedans, ça a percuté quelque chose. Et je vais très bien. Merci.